Bonsoir à toutes et à tous, Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur le secrétaire administratif, Sandro, j'ai du mal à t'appeler Monsieur le directeur. Je tiens d'abord à remercier l'Université de Genève et la ville de m'accueillir. C'est toujours très enrichissant de faire ce type de séjour, surtout lorsqu'on vient d'un pays qui a des caractéristiques proches, mais qui est quand même différent. Et je crois que nous avons peut-être d'un côté et de l'autre à gagner, à favoriser ce type de collaboration entre la Suisse et la Belgique, puisque même si parfois nous nous en rendons pas compte, finalement nous sommes sur le même bateau, et que ce bateau tangue un peu pour l'instant. Bien, aujourd'hui, je vais vous raconter, peut-être pas une histoire, mais en tout cas, je vais aussi contribuer à donner la parole à des personnes que trop souvent la société considère comme des personnes qui ne devraient pas avoir de parole et qui sont trop souvent rangées, cataloguées dans des catégories à risque de la population. Alors le titre est un peu intriguant, le multiculturalisme à l'ère digitale. Alors moi je ne suis pas un spécialiste des nouvelles technologies et du digital, et donc si certaines et certains d'entre vous s'attendent à un discours déterministe qui montrerait que le passage à l'ère digitale va résoudre toutes les questions liées à la diversité culturelle, peut-être que vous serez un peu déçus. Donc moi je m'éloigne de tout déterminisme technologique, et d'ailleurs de bien d'autres déterminismes aussi, mais il me semble qu'on ne peut pas aujourd'hui poser les questions de la diversité culturelle et de la manière dont elle est gérée sans tenir compte du fait que le passage à l'ère digitale a modifié profondément pas mal de choses, à la fois dans la manière dont les gens peuvent s'exprimer et diffuser leurs productions, leurs avis, leurs opinions, et aussi dans la manière dont les responsables politiques peuvent répondre aux enjeux qu'ils voient localement, mais qui ne sont peut-être pas des enjeux exclusivement locaux. Lorsqu'on parle, par exemple, de la problématique du terrorisme à Bruxelles, puisque c'est là que j'habite, même si je n'y travaille pas, certains pensent que le départ de jeunes d'origine immigrée en Syrie pour aller se battre est le signe de l'échec des politiques d'intégration. C'est une optique qui me paraît être très 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 réductrice. Certes, les politiques d'intégration n'ont pas tout réussi, mais même si elles avaient réussi, ces jeunes ne seraient-ils réellement pas partis? Nous sommes dans une situation où ce qui se produit à 10 000 km de chez nous peut avoir un impact dans nos quartiers pratiquement au même moment. Et donc il faut tenir compte de cela, et cette circulation d'idées, d'opinions est rendue aussi possible par les nouvelles technologies. Alors peut-être, ça c'est un petit plan de l'exposé, et le gardien du temps ne doit pas hésiter à me faire taire lorsque le temps sera venu. Je vais quand même commencer par répondre à cette question très très simple, mais de quoi parle-t-on? C'est quoi le multiculturalisme? Puisque c'est devenu, dans certains pays, un très laid mot. On ne peut pas parler de multiculturalisme. Et donc, je reviendrai quelques instants là-dessus. Je critiquerai un peu la pensée normative qui a tendu à dominer ce débat sur le multiculturalisme, ou ce que j'appelle aussi la pensée qui est peut-être dirigée par des préoccupations de politique publique. Alors moi, je défends une position qui est la suivante: les sciences sociales doivent être impliquées dans les débats publics, doivent être impliquées dans un travail avec les décideurs, mais il y a un problème lorsque les décideurs imposent l'agenda de recherche. C'est un problème qui me semble assez important. Je suis pour un dialogue d'ouverture dès le début même de la constitution des programmes de recherche, mais il ne peut pas y avoir de recherche sans une certaine autonomie des chercheurs. Et donc, après cela, je viendrai tout doucement dans le cœur du débat. On parle beaucoup de polarisation sociale, de polarisation ethnique, de polarisation culturelle dans nos villes qui sont de fait des villes multiculturelles. C'est une réalité.
qui, bien que globalement je partage le constat de Sandro, les migrations sont porteuses d'enrichissement des sociétés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y en a, et des problèmes extrêmement importants. Mais d'un autre côté, on ne peut pas réduire notre analyse au constat de ces problèmes. Et je crois qu'il y a aussi en germe dans nos sociétés et dans nos villes, probablement de manière différente d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, il y a des nouvelles formes de vie ensemble, je préfère l'expression de faire ensemble qui se développe, parfois dans des quartiers qui n'ont pas nécessairement une bonne réputation. Il y a une nouvelle manière de vivre dans des espaces multiculturels. Et la question générationnelle ici est importante. Nous sommes maintenant face à une génération qui est née dans une société multiculturelle et qui se reconnaît comme telle. Donc ce n'est pas le cas de ma génération ou de la génération qui m'a précédé. Nous avons dû apprendre, en fait, la multiculturalité. Et donc ça change. Et donc la question se pose, et la politique et les politiques, que peuvent-elles faire? Que font-elles? Que devraient-elles faire? Et je conclurai brièvement en vous montrant quelques extraits de vidéos qui montrent cette vitalité culturelle qui est à l'œuvre dans nos sociétés, qui dépasse toute une série de clivages qui ont informé la vie des générations précédentes. Alors, lorsqu'on parle de multiculturalisme, il y a plein de confusions dues à la polysémie du terme. Souvenez-vous de cet entretien de M. Sarkozy lorsqu'il était président et qu'on lui demandait s'il était pour ou contre le multiculturalisme. Et il ne savait même pas prononcer le terme multiculturalisme. Et il disait, moi je suis contre. Madame Merkel, on en avait parlé, qui disait le multiculturalisme est un échec. Comment est-ce qu'une réalité peut être un échec, hein? Et donc, je crois que la première dimension, c'est de dire le multiculturalisme, ou peut-être faudrait-il plutôt parler de multiculturalité, c'est simplement le constat que nous sommes, qu'on le veuille ou non, dans des sociétés qui sont diversifiées, dans des sociétés dans lesquelles cohabitent, coexistent plusieurs cultures, plusieurs individus, plusieurs groupes porteurs d'héritage culturel très très différents. C'est un constat, et un constat ne se trompe pas, c'est une réalité. Quand je marche dans les rues de Genève, j'entends parler des langues très différentes, je vois des gens très différents. Même chose quand je suis à Bruxelles ou à Liège, ou quand je suis à Cologne. Il y a de plus en plus de villes qui sont marquées comme ça, fondamentalement par cette diversité culturelle. Donc ça, c'est une première dimension qui est descriptive et qui en soi ne devrait pas faire problème. Et pourtant, elle fait déjà problème. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle moi le multiculturalisme soft ou light, un peu comme le Coca-Cola, qui renvoie plutôt à des pratiques sociales et à des modes de consommation urbaine. Et il s'agit de cette jeunesse qui, parfois, a du mal un peu à attendre les vacances pour voyager, et donc on célèbre les cuisines du monde, on célèbre les musiques du monde, même si maintenant on ne peut plus parler de world music, c'est dépassé. Et donc, il y a cette marque, cette célébration de la diversité dans les modes de vie, dans les modes d'habillement, dans la gastronomie, dans les goûts musicaux, dans les goûts philosophiques, etc. Et donc, c'est quelque chose qui marque aussi toutes nos sociétés. Et certaines villes, certains pays en font vraiment une marque. Si vous allez à Amsterdam, jamais à Amsterdam on ne vous parlera de la cuisine néerlandaise, mais on vous dira la cuisine à Amsterdam, c'est que nous avons toutes les cuisines du monde, c'est ça notre richesse. Nous avons le monde entier chez nous. C'est devenu quelque chose, je dirais, de relativement bien accepté par tout le monde, mais en fait, ça ne porte pas à conséquence. Vous pouvez très bien voter Front National et aller manger un couscous. Vous pouvez très bien adorer la cuisine vietnamienne et avoir des positions ultra-colonialistes. Je veux dire, là, vous êtes dans des pratiques qui ne sont pas nécessairement connectées
à notamment des questions qui renvoient, par exemple, et c'est la troisième dimension, aux politiques publiques et aux droits garantis aux minorités. C'est la troisième dimension du multiculturalisme. On parle parfois de politique du multiculturalisme. Quels sont les outils que les autorités vont mettre en place pour gérer la diversité culturelle, que ce soit dans le logement, dans l'enseignement, dans la santé, dans la culture, dans la politique? Ce sont des questions que les pays européens n'ont pas posées de la même manière et au même moment. Je crois que les premiers à se poser ces questions, en tout cas dans cette partie de l'Europe, si on s'en tient aux migrations, à la situation migratoire d'après-guerre, c'est le Royaume-Uni qui, dès les années 60, mettait en place les Race Relations Acts qui visaient à assurer l'égalité raciale, disait-on à l'époque, aux États-Unis. Donc, en Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne n'avait pas du tout une politique qui se définissait comme une politique multiculturelle à l'époque. Donc il y a ces politiques publiques. La Suède a été un des premiers pays européens à mettre en place un modèle basé sur l'encouragement de la diversité culturelle. Et en fait, c'est assez intéressant de remarquer que les personnes qui ont formulé cette politique suédoise du multiculturalisme, en fait, c'était des professeurs d'université qui se sont réunis, un groupe d'experts qui se sont réunis, et on m'avait expliqué toute cette histoire. En fait, tout s'est pratiquement passé en 2 nuits, où ces professeurs, en petits groupes, ont, sur la base de leurs travaux, pondu le plan que le gouvernement a alors mis en place, et c'était le multiculturalisme suédois. Deuxième pays, c'est les Pays-Bas, qui eux aussi ont travaillé avec un groupe d'experts académiques, dont nous en connaissons un, Rinus Pennings, retraité maintenant de l'Université d'Amsterdam. C'était sur la base de rapports de sociologues et d'anthropologues que la politique néerlandaise des minorités ethniques, disait-il à l'époque, a été formulée et était basée sur la reconnaissance de l'importance de la culture, même dans l'intégration socio-économique des migrants. Associé à cela, mais qu'il faut distinguer, la quatrième dimension du multiculturalisme renvoie plutôt à la mobilisation politique des populations minoritaires et à ce qu'on a appelé la politique des identités. Comment les groupes se mobilisent-ils pour revendiquer quoi dans ces sociétés multiculturelles? Et donc, il y a une grande littérature maintenant sur ces questions-là, où on regarde plutôt ce qui se passe d'en bas et comment on essaye d'influencer ce qui se passe en haut. Et enfin, la cinquième dimension, c'est la plus compliquée, la plus solide dans les analyses théoriques qui ont été produites. C'est ce que j'appelle le multiculturalisme hard. C'est en fait une remise vraiment en cause des fondements de nos sociétés qui sont des sociétés, et je sais que je vais dire ça en Suisse et que quand je le dis en Belgique, ça fait rire pas mal de gens, mais notre modèle, malgré tout, c'est le modèle de l'État-nation. Même si nous sommes des pays un peu particuliers, l'idée quand même c'est qu'il devait y avoir une congruence entre la culture et le politique. Et donc on présupposait qu'il y avait une relative homogénéité culturelle. Maintenant, nous sommes dans des sociétés qui se sont diversifiées et qui se diversifieront encore. Ne doit-on pas repenser les fondements même de notre société? Et là, il ne s'agit plus d'aller manger une pizza ou du couscous. Il s'agit de se poser la question, par exemple, doit-on introduire des éléments du droit islamique dans nos droits européens? Ça, ce sont des questions qui mériteraient à elles seules un cycle de conférences de 100, 120, 150 heures. Parce que là, on touche vraiment aux fondements, aux arrangements de base de nos sociétés. Et donc, suivant qu'on se situe à l'une ou l'autre de ces dimensions, on va avoir évidemment des approches et des avis, des opinions, des analyses extrêmement différentes. Quoi qu'il en soit, il semble incontestable que un grand changement s'est opéré, disons, entre 1985, le début des années 80 et aujourd'hui. On est passé d'une situation où le célèbre sociologue américain Nathan Glaser intitulait son ouvrage « Nous sommes tous multiculturalistes maintenant, aujourd'hui », et il le regrettait. Pour lui, le multiculturalisme comme politique, comme modèle de société, c'était une régression dans l'histoire américaine. Il le regrettait, mais il constatait que c'était
l'approche qui avait le vent en poupe. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est un peu le contraire. Nous sommes tous devenus anti-multiculturalistes. Je me réfère aux travaux de Christian Jopke, qui travaille, je crois, à Berne, à l'université de Berne. Et donc, on est là dans des joutes entre des penseurs qui sont, je dirais, souvent orientés politique publique contre ou de plein gré. Je prends comme quelqu'un au Canada comme Will Kymlicka, qui a influencé beaucoup les politiques publiques au Canada, un philosophe. Au départ, était-ce son objectif ou pas? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un constat qu'on peut faire. Des visions très sophistiquées du monde de demain ont été développées. Les travaux de Charles Taylor, les travaux de Kymlicka, les travaux de Bhikkhu Parekh. Et parmi les travaux importants ici, il y a les travaux de Matteo Gianni, il y a bien longtemps, que j'ai utilisé avec mes étudiants pendant de très nombreuses années. Maintenant, on ne peut plus faire des cours sur le multiculturalisme chez nous, c'est trop dangereux. Alors, un problème majeur de certaines de ces approches philosophico-normatives, c'est que souvent, elles sont complètement déconnectées de la réalité sociale, qui soit est négligée, soit est convoquée pour illustrer des arguments normatifs. Donc c'est comme si on voulait faire entrer la réalité dans les cadres philosophiques et normatifs sans voir ce qui se passe réellement sur le terrain, dans nos villes et dans nos quartiers. Et donc moi je fais toujours des plaidoyers en faveur d'une recherche empirique qui peut être, je parle de socio-anthropologique, mais je ne suis pas très à cheval sur les frontières entre les disciplines, vraiment aller voir ce qui se passe sur le terrain en termes de dynamique sociale, culturelle et politique. Alors, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on examine la réalité? C'est clair qu'il y a des tendances à la polarisation socio-ethnique dans les villes multiculturelles. Je prendrai l'exemple de Bruxelles, que probablement beaucoup de gens connaissent, et j'essaierai d'être très rapide. Donc c'est une petite ville-région globale, 1 200 000 habitants, c'est un village à l'échelle planétaire, c'est une petite ville provinciale en Chine. La moitié des résidents ne sont pas nés à Bruxelles, 33% sont des résidents étrangers, 40-50% d'origine immigrée. Toutes les nationalités, ou presque reconnues par l'ONU, sont représentées, mais il y a une spécificité, 13% de la population est d'origine marocaine, et d'une partie du Maroc, du nord du Maroc, du Rif, qui est une région particulière dans ce pays. Des nouveaux migrants arrivent, les flux migratoires se renouvellent constamment, et nous avons aussi, il faut le dire, cette particularité d'avoir une ville qui est à 95% bilingue, qui se situe en territoire flamand, et qui officiellement a un statut de bilinguisme. Mais finalement, ce n'est qu'une petite partie de la population à Bruxelles qui est bilingue néerlandais-français. C'est une ville qui est très riche, mais c'est une ville qui est très pauvre. Donc, plus de 20% de chômage à Bruxelles. Dans la catégorie des 18-25 ans, on arrive parfois, dans certains quartiers, à 40-50%. Dans cette ville, on voit la fragmentation. On peut lire dans le paysage la fragmentation, mais aussi les replis, la séparation sur une base ethnique, religieuse, mais aussi socio-économique. Pour autant, il n'y a pas de ghetto à Bruxelles. Je défends l'idée qu'il n'y a pas de ghetto dans cette ville. Il y a certains quartiers qui sont très homogènes au niveau socio-économique, au niveau ethnique, au niveau religieux, au niveau culturel. Il y a cette fracture entre la Bruxelles belge et la Bruxelles internationale. Il me semble que vous avez jusqu'à un certain point peut-être une fracture similaire à Genève entre la Genève suisse et la Genève internationale. D'ailleurs, je vois que aussi c'est un peu en dehors de la ville. À Bruxelles, c'était dans le centre de la ville, mais bon, la construction maintenant de nouveaux bâtiments de la Commission du Parlement fait que les fonctionnaires européens sont vraiment un peu partout dans la ville pendant la journée. Le soir, ils sont surtout dans certains quartiers, sur certaines places. Il y a un fort sentiment d'appartenance locale dans cette ville qui est un peu une ville à l'américaine où la pauvreté, finalement,
se retrouvent dans les quartiers très proches du centre, de la Grand Place, quartier historique de Bruxelles. Vous marchez 7 minutes, vous êtes dans le cœur de Molenbeek. D'où sont partis les terroristes qui ont commis tous ces dégâts humains à Paris et ailleurs. Donc nous sommes dans une configuration où, en fait, les gens sont obligés de se croiser, d'avoir des frictions. Et donc ils vont mettre en place parfois des stratégies d'évitement. Ils vont parfois essayer de créer des ponts entre eux. On voit cette séparation aussi dans l'espace. Plus vous vous éloignez du centre de la ville, plus le taux de chômage va baisser, plus la prospérité va augmenter, plus le pourcentage d'immigrés pauvres va diminuer, plus le pourcentage de jeunes va diminuer et plus le nombre d'expatriés va augmenter. Alors, ces stratégies, ces tensions expliquent-elles certains comportements de certains jeunes? C'est probablement une dimension à prendre en compte, mais elle est loin d'être suffisante. Alors voilà une carte de Bruxelles. Vous voyez tout ce qu'il y a en rouge, finalement, où vous voyez Brussels City, c'est la Grand Place, tout ce qu'il y a autour. Ce sont les quartiers qui étaient anciennement des quartiers ouvriers. Mais la classe ouvrière belge, soit a disparu, soit elle a bougé vers la périphérie, et elle a été remplacée par les populations issues de l'immigration. Des quartiers qui étaient belgo-belges, et parmi les belgo-belges, il y avait des immigrés flamands, qui étaient perçus comme des immigrés dans leur propre pays, voire même dans leur propre ville, ou à quelques kilomètres de leur propre ville. Ils ont été remplacés par les Italiens, puis les Italiens ont été remplacés par les Marocains ou les Turcs dans certains quartiers, et aujourd'hui, les Marocains et les Turcs sont remplacés par des Indo-Pakistanais, par des Africains subsahariens, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement congolais, puisque la Belgique n'a jamais eu une politique de recrutement de la main-d'œuvre coloniale. La Belgique a préféré recruter des Méditerranéens que des Congolais, pour des raisons qu'il serait peut-être trop long d'expliquer. Alors voici une photo de Bruxelles. C'est Bruxelles, c'est le centre, à 7 minutes du centre, et ceci c'est Bruxelles. Oui, c'est extrêmement différent. Alors il y a ces tendances, il y a cette polarisation, il y a cette fragmentation, cette division. On peut parler de repli, mais le plus grand repli en Belgique aujourd'hui, le plus grand repli communautariste, c'est celui du nationalisme flamand, représenté par deux partis, la N-VA, la Nouvelle Alliance flamande, et le Vlaams Belang, intérêts flamands, qui sont des partis, en tout cas pour le Vlaams Belang, il n'y a aucun doute, je dirais, de la famille du Front National, tendance Jean-Marie Le Pen. La N-VA, c'est un peu plus compliqué, mais eux mettent en avant un repli très fort sur une communauté flamande imaginée, et imaginée comme pure d'un point de vue culturel, et pour certains même d'un point de vue biologique. C'est une partie de Bruxelles, mais d'un autre côté, il y a la Bruxelles qui bouge. Et je me réfère ici aux travaux qui sont menés par différentes chercheuses, Karin Peters aux Pays-Bas, Anita Harris, Amanda Wise et d'autres en Australie, qui mettent en avant le développement, ou le redéveloppement peut-être, d'un multiculturalisme au quotidien. Certains parlent de néocosmopolitisme ancré, puisque ça se développe dans les quartiers, dans les rues, dans les maisons. Ça se voit aussi à Bruxelles. Des personnes franchissent les frontières entre les groupes, ne veulent pas être catégorisées ethniquement, racialement, religieusement, socialement. Elles veulent l'échange, ou elles le pratiquent. Elles veulent le métissage, elles veulent développer des nouvelles pratiques de solidarité qui parfois sont ancrées dans leur voisinage, qui parfois sont ancrées dans des espaces qui sont en quelque sorte gagnés, des espaces neutres qui sont gagnés. Et tout cela se développe sur le terrain sans lien aucun avec la pensée normative sur le multiculturalisme et sans théorisation aucune. Les recherches que je mène auprès de jeunes urbains à Bruxelles et ailleurs, si vous voulez que l'entretien prenne fin tout de suite,
vous parlez de multiculturalisme ou d'interculturalisme. Ils vont s'échapper en courant. Ou bien vous parlez de politique aussi. Et surtout de partis politiques. En revanche, ce que eux vivent, c'est bien cela. Ils sont ailleurs. Ils ne sont pas dans une société qui veut les catégoriser. Ils sont dans des expériences de vie où la diversité sociale, ethnique, culturelle, religieuse, raciale entre guillemets, nous savons tous que la race est une construction sociale et pas un concept biologique, où toutes ces barrières n'ont pas de sens pour eux. Ils sont au-delà de ces catégories qui pour eux sont des catégories du passé. Cela se développe dans les quartiers, des quartiers mixtes, où ils sont encore mixtes. On voit ces nouvelles modalités de vivre ensemble, les lieux de rencontre neutres dont je parlais tout à l'heure. Il y a vraiment une espèce d'intelligence de la multiculturalité qui s'est créée avec le temps. Et ces groupes, ces jeunes sont particulièrement bien représentés dans les pratiques artistiques. Je parle pour ma part de communautés locales de pratiques artistiques que l'on voit dans la danse, dans la musique, dans le théâtre. Ces jeunes sont proches les uns des autres, mais sont connectés avec le monde, surtout grâce aux nouvelles technologies. Alors je prends un exemple qui est réel, qui est lié à mes travaux, à nouveau. Lorsque j'annonçais un rappeur bruxellois d'origine marocaine que j'allais aller à Brooklyn et dans le Bronx pour faire des recherches, il me dit « il faut absolument que tu vois un tel, un tel, un tel et un tel ». Il n'était jamais allé dans le Bronx. Mais ces personnes se connaissent, font partie d'une même communauté virtuelle, mais qui est une communauté très réelle. Et donc je me suis présenté avec le support de quelqu'un qui m'a ouvert toute une série de portes. Ça n'aurait pas été possible, évidemment, sans les nouvelles technologies. Et cette mixité, qui n'est pas nécessairement conceptualisée, mais qui est expérimentée, fait vraiment bouger les lignes dans les villes et pas simplement dans les quartiers où ça se passe. Parfois, c'est extrêmement... c'est remarquable de voir, quelques semaines après les attentats à Bruxelles, ces groupes de danse à Molenbeek, vraiment là où a été arrêté Salah Abdeslam, ces groupes de danse où vous pouviez voir des jeunes du quartier d'origine marocaine, des jeunes d'origine congolaise d'autres quartiers, des jeunes filles bien flamandes de la banlieue riche de Bruxelles, toutes ces personnes unies par un même projet qui est un projet artistique, qui est un projet culturel et qui n'est pas perçu comme un projet politique et qui n'est pas conceptualisé comme une nouvelle philosophie de vie ou comme un nouveau projet de société. Alors, où voit-on cela ? Il y a évidemment des tas de projets que je pourrais présenter. Cette expérience de la Zinneke Parade est absolument extraordinaire. La Zinneke Parade, c'est une parade urbaine qui a lieu toutes les années au mois de mai à Bruxelles, qui au départ a été conceptualisée par des sociologues urbains de la VUB, l'Université libre flamande de Bruxelles. Il faut faire attention à tous les termes. Et en fait, l'idée, c'est pas tellement de faire une parade urbaine, c'est de mettre en place un processus qui va rassembler toutes les populations de la ville autour d'un projet. Donc, un thème est choisi, et les thèmes sont choisis de manière démocratique. Le thème, disons, ça peut être le corps, ou ça peut être la fragilité, des thèmes comme ça. Et autour de ces thèmes, dans chaque quartier, des groupes vont préparer leurs contributions pendant pratiquement toute l'année. Et dans ces groupes, il y a des artistes professionnels, mais il y a des citoyens. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des personnes de différentes orientations sexuelles, de différentes religions, et toutes ces personnes vont mettre en place, construire leur projet qui sera présenté. Le point culminant, ce sera cette parade qui maintenant est suivie par pratiquement 100 000 personnes. Au départ, personne ne croyait à cela. Donc ces pratiques, et Zinneke, que veut dire le terme Zinneke ?
en dialecte, en vieux dialecte bruxellois flamand, le Zinneke, c'est le chien bâtard, le chien de rue, hein, qui courait partout, mais qui était aussi, qui avait peut-être un peu un caractère bourru, mais qui allait vers tout le monde, qui allait à la rencontre. Un peu c'est ça, c'est ce projet-là. Je vais passer les nouveaux disparus. Je voudrais peut-être terminer par ce qui se passe dans le domaine des cultures urbaines et du hip-hop, où je crois là il y a des choses très importantes qui sont en train de se passer. Et avant cela, ou plutôt pour lancer cela, cette photo a été prise dans un endroit qui s'appelle le VK, c'est une salle de spectacle dans la commune de Molenbeek, une salle de spectacle où se produisent des groupes les plus divers. La semaine passée, il y avait un festival de hip-hop polonais, par exemple. Je ne savais pas qu'il y avait des rappeurs polonais à Bruxelles, il y en a. Cette photo a été prise à la fin d'un événement qui s'appelle Street Talent, où des jeunes ont organisé des compétitions de toutes les disciplines des cultures urbaines qu'on peut faire dans une salle. Donc pas du graffiti, mais de la danse, du slam, du rap, toutes les disciplines. Et ça s'est tenu quelques semaines après les attentats de Bruxelles. Okay. Et j'ai participé à cela, et les premières remarques que je me faisais, c'est j'étais frappé par l'intensité des textes. Donc, toutes les personnes qui présentaient des textes on parlait du terrorisme, on parlait de ce qui se passait à Bruxelles. Ils avaient fait les textes en 2 semaines. Hein. Ils étaient de toutes les origines, ils étaient là, tous, dans un processus de reconnaissance. Ils étaient Bruxelles. C'était eux, Bruxelles. C'était eux, les Zinneke. J'étais étonné par l'intensité des textes, j'étais aussi étonné par l'absence des politiques. Les politiques étaient à 200 mètres de là, sur la place de Molenbeek, où étaient toutes les chaînes de télévision. Ils étaient en train de répondre aux questions parfois assez stupides de certains journalistes étrangers et belges aussi d'ailleurs. Ils n'étaient pas là pour soutenir ces jeunes qui développent justement ces pratiques dont je parlais de manière très prometteuse selon moi. Et donc, j'ai interpellé des responsables politiques en disant « mais comment se fait-il que vous n'étiez pas là? Comment se fait-il » Si, mais on a soutenu. Mais soutenir, ce n'est pas simplement donner un subside. Soutenir, c'est aussi se montrer, vraiment venir dire aux gens « nous sommes là à vos côtés ». Et je pense que, d'après ce que je vois ici, les choses se passent différemment dans votre ville. Et j'espère, moi, repartir du workshop avec quelques éléments que je pourrais faire passer dans la ville de Bruxelles. Alors, je vais vous montrer un exemple ici. On va finir par quelques vidéos. Je ne vais pas tout montrer. Ceci, c'est un petit groupe de danse. Et vous allez voir la diversité. Ce sont des très jeunes, la plupart. Je ne vais pas mettre trop fort, hein, parce que sinon vous allez être assourdis. Donc ces jeunes n'ont aucun subside, ne font partie d'aucun dispositif. Cette jeune fille est belgo-belge de la bonne petite bourgeoisie. Liké d'origine congolaise, née à Anderlecht.
Mousse est sénégalais de la commune d'Etterbeek, une commune un peu plus riche de Bruxelles. Jeune à gauche, belgo-belge, bonne petite bourgeoisie. À droite, c'est ma fille. Enfin, à gauche maintenant. Donc, petite bourgeoisie engagée, on va dire, quelque chose comme ça. Inès est d'origine marocaine. Elle se présente elle-même comme musulmane. Farouk, d'origine marocaine, est né à 100 mètres de la maison de Salah Abdeslam. Et donc, tous ces jeunes, en fait, au-delà de toutes les différences, en fait, se retrouvent dans ce projet. Et qu'est-ce qu'ils font avec ce projet? Ils tournent, ils sont allés en Tchéquie, ils sont allés au Qatar, sont allés se produire au Qatar. Ils essayent partout d'exister. Et pour eux, en fait, la question de la diversité culturelle, du multiculturalisme n'a pas beaucoup de sens. La question de la couleur de peau n'a pas de sens. La question de... J'ai assisté à des discussions, je profite de mon point d'entrée pour les écouter, des discussions extraordinaires sur le ramadan, pendant le ramadan, entre tous ces jeunes. Hein, des discussions extraordinaires, mais jamais, s'ils splitent un jour, s'ils se disputent, ce ne sera pas à cause de leur origine sociale, économique, ethnique ou autre, ce sera simplement pour des questions artistiques. Amateurs de slam, rap, poésie urbaine, les arts urbains présentent le 23 avril au Botanique la finale des prix Paroles urbaines avec Soul Mista, Ligne 81, L'Exhaleur, Badi, Christiane, Congo Eza, Simon Raquet, Leila, Toro, Nestor et le Dynamic Live Band. Plus d'infos, lesarts-urbains.be. Alors, les arts urbains, vous voyez tous les sponsors, dont Fédération Wallonie-Bruxelles. Les arts urbains est une association qui a pour objectif de favoriser les cultures urbaines. Donc, ça fait partie des politiques publiques, des politiques visant à promouvoir la participation culturelle à Bruxelles. Et ils organisent toute une série d'événements autour des cultures urbaines. Et là aussi, la diversité qu'on voit est absolument phénoménale. Ainsi que ceci, c'est assez... Donc vous reconnaissez Malcolm X. C'est un spectacle qui a été monté au Théâtre Royal Flamand de Bruxelles. In extensie België, in extensie Europa, hoe zou hij hier staan? Ils ne sont pas tous jeunes non plus. Van mensen, de verstedelijking, de stad zoals dat die is. C'est un collectif de rap musulman anglais. Brussels Jazz Orchestra evengoed, met hiphoppers evengoed. Alors, ce qui est important ici, je parle du Théâtre Royal Flamand. Ça veut dire que c'est une institution de la haute culture en Belgique. C'est le type de spectacle qu'ils produisent. Je suis allé voir ce spectacle, c'était plein, tous les jours. Et dans la salle, il y avait toute la ville de Bruxelles.
toutes les générations, toutes les classes sociales, toutes les appartenances culturelles. En fait, c'est devenu finalement, alors que le spectacle est quand même très très lourd, pendant 5 minutes, les acteurs insultent le public en exagérant les messages de Malcolm X, et puis ça devient évidemment différent. Donc c'est un peu, on est là dans ce multiculturalisme quotidien qui est déjà en train de s'institutionnaliser d'une certaine manière. Alors justement, la politique là-dedans, que peut-elle faire? Que doit-elle faire? Il y a dans ces modes de vie un rejet, comme je l'ai sous-entendu tout à l'heure, rejet de la politique formelle, un souci parfois d'exprimer certaines choses, parfois de conscientiser, d'essayer de mobiliser, même si c'est un grand mot qu'on n'utilise peut-être plus tellement. Il y a souvent une protestation claire contre le racisme, donc notamment dans ce champ artistique que 15 ans après la Grande-Bretagne, des débats post-coloniaux ont commencé à voir le jour. Il y a surtout ces nouvelles identités, ces nouveaux modes de vie qui sont en train de se développer et qui, à mon avis, interrogent les politiques culturelles. Va-t-on ou pas reconnaître cette diversification, ou bien va-t-on essayer de travailler sur des boîtes, des labels, des catégories dans lesquelles on va essayer de faire revenir ces jeunes? Et donc, il me semble que c'est un danger. Dans une recherche qu'on a menée avec des collègues suédois de Malmö, l'université de Malmö, ils comparaient 2 institutions culturelles dans la ville de Malmö. La première avait dans sa raison d'être et son objectif explicitement annoncé de favoriser l'interculturalisme. Qui était présent là-bas? Des jeunes Suédois blancs de la classe moyenne. D'un autre côté, un autre centre culturel n'avait absolument aucun discours sur la diversité culturelle, et c'est là que se retrouvait tout ce public varié. Donc, je crois qu'il faut parfois repenser non seulement nos catégories d'analyse, mais aussi nos catégories lorsque nous voulons développer des politiques publiques. Alors, vous allez peut-être penser, ce monsieur Martiniello, c'est un doux rêveur, il est naïf, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pas du tout. Je suis à court terme assez pessimiste, puisque nous sommes quand même dans une période où les tensions sont très très fortes entre différents groupes, où la violence parfois est très très forte et quotidienne, mais je pense qu'à long terme, on peut avoir des raisons d'espérer. Je ne suis pas sûr que notre société va réussir à ramener ces gens dans des catégories ethniques, raciales ou sociales prédéterminées. Je pense qu'ils sont en train de construire une espèce de citoyenneté multi- ou interculturelle par le bas, sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Et maintenant, la question est de savoir, va-t-on, nous, la société, par nos politiques publiques, par notre traitement médiatique, va-t-on encourager ces mouvements ou au contraire, va-t-on les casser? La chose est très fragile, mais elle est vraiment existante et elle se remarque, elle se constate dans de nombreuses villes et pas nécessairement dans les grandes villes et surtout au départ des arts, de la culture, mais aussi, et je n'en ai pas parlé aujourd'hui, j'aurais pu dans certaines activités sportives. Et donc, je crois qu'il est important de souligner ces développements. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Il y a ces tendances contradictoires qui sont à l'œuvre dans nos sociétés multiculturelles. Mais en tant que chercheur engagé, j'ai fait le choix de favoriser ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et ça se fait dans un débat avec les personnes, notamment qui repensent, qui retravaillent les politiques culturelles en vue d'éviter toute forme de ghettoisation, notamment artistique, mais aussi sociale, qui nous conduisent finalement à surmonter les distinctions d'antan entre haute culture et culture populaire. Je crois qu'il faut voir ces mouvements comme peut-être une illustration que potentiellement ce sont bien des sociétés diversifiées que vont émerger des nouvelles
formes de vivre ensemble, des nouvelles modes de création de richesse, puisque la plupart de ces personnes sont aussi des espèces d'entrepreneurs et s'inscrivent sur le marché du travail de cette manière-là. Et donc, voilà, je suis très heureux de vous avoir présenté ces réflexions en cours et j'espère que je pourrai revenir dans le long terme, je ne sais pas combien c'est le long terme, en vous disant que j'avais raison, mais on verra. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.